Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour cette formation du groupe thématique Emploi et travail de la France insoumise. Bonsoir Julie. Bonsoir Adrien, Ce ça va? soir, ouais, ça va extrêmement bien. Ce soir, avec toi, on va pouvoir discuter un petit peu d'une institution fondamentale en France, même si elle est aujourd'hui quelque peu attaquée. Il s'agit du SMIC, donc du salaire minimum. Et le but de cette formation est de vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit lorsqu'on parle de SMIC, quels sont les enjeux, quelles sont les évolutions et surtout, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire politiquement à ce propos. Mmh. Bah, le SMIC, c'est pas rien, hein, c'est quand même un bien commun. Je crois qu'on est un peu plus de 2 millions de salariés à toucher le SMIC, 2 300 000 exactement. C'est un chiffre d'ailleurs qui fait que augmenter, hein, et on sait que, l'augmentation du SMIC ne concerne pas en plus que tous les salariés qui sont, aujourd'hui, qui vivent avec ce pauvre salaire, mais que ça entraîne aussi, l'augmentation, de tous les salariés qui, en convention collective, dépendent finalement de cet indice. Donc, quand on parle de SMIC, en fait, on ne parle pas que des salariés, qui ont ça à la fin du mois, mais de bien plus, de gens. Ça a une conséquence énorme et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que quand on parle de SMIC, on parle, aussi de biens communs et on sait qu'au-delà des salariés, il y a aussi énormément de prestations qui dépendent du SMIC et ça, on oublie de le dire aussi. C'est qu'il y a plusieurs prestations sociales. On peut citer, par exemple, les pré-retraites, la compensation du handicap, certaines pensions alimentaires et c'est aussi le cas de subventions aux employeurs de travailleurs handicapés ou dans l'insertion. Donc, pour résumer, soyons clairs, simples, la hausse du SMIC, on est nombreux et voire même tous à y gagner. Mais, le SMIC, c'est pas une mince affaire, hein, c'est pas un acquis. Ça a été une conquête, précieuse et ben, Adrien, ça serait peut-être bien de revenir un petit peu sur cette historique, du SMIC. Ça a commencé quand? Vas-y, dis-nous tout. Eh bien, la longue histoire du salaire minimum démarre le 11 février 1950 avec l'instauration de ce qu'on appelle le SMIG à l'époque. Donc SMIG avec un G, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. À la base, l'objectif, on est dans les années 50, 5 ans après la libération, dans un pays qui est qui porte encore les marques très fortes du second conflit mondial. Et le but, c'est d'éviter à l'époque les travailleurs pauvres. Il y a un problème qui commence à surgir, notamment en milieu urbain, des personnes qui travaillent à temps plein. Donc à l'époque, on n'est même pas aux 40 heures, on est sur des moyennes hebdomadaires à plutôt 45, 44 heures. Et l'objectif, c'est d'avoir un garde-fou pour faire en sorte que personne ne puisse travailler tout en étant pauvre. Et comment mettons cela en place? Eh bien, tout simplement en obligeant les employeurs à payer un salarié à l'heure un certain montant. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas payer la personne comme vous l'entendez, on fait un plancher. Et ce plancher, il est calculé d'après le budget nécessaire à un salarié célibataire en région parisienne. Il évolue ensuite dans les années qui suivent. 1952, donc 24 mois plus tard, 2 ans après, il est indexé sur les prix. C'est-à-dire que lorsque les prix montent, le prix des pâtes, le prix du riz, le prix des légumes, peut-être le prix du homard, si jamais on travaille à l'Assemblée nationale, en tout cas, quand les prix montent, eh bien, le SMIC doit monter pareil. Pourquoi? À l'époque, c'est notamment dans un contexte particulier qui est celui de la guerre de Corée, où on a une inflation, c'est-à-dire une montée de certains prix, parce qu'il y a pas mal de demandes qui sont absorbées par les questions militaires coréennes, et donc il reste moins de choses à consommer pour le reste de la planète. Et donc les prix montent, la grogne monte évidemment aussi en conséquence, et donc le SMIC est indexé sur les prix. Après, son histoire devient encore plus tumultueuse, puisque en 1968, il y a donc les événements de mai 68 que l'on connaît toutes et tous, qui se soldent par des accords. Les accords de Grenelle, donc autour d'une table, le gouvernement, le patronat et les syndicats s'accordent face à, disons, la menace sur l'ordre social telle qu'elle est perçue à la sortie de mai 68. Beaucoup de possédants ont peur et donc ils lâchent une hausse du SMIC qui est gigantesque, c'est 30%. Ils disent on augmente de 30% le SMIC. Pour mettre bien les proportions en tête, aujourd'hui, ça représenterait une hausse de 370 euros. Si on Et il y en devait a qui aujourd'hui. auraient des boutons, hein. À t'écouter, il y en a qui ont des boutons là déjà. Et j'espère bien, c'est le but. Et les boutons ne sont pas finis, puisque en 70, 2 ans après les événements de mai 68, le SMIG est remplacé par le SMIC, ce qu'on connaît aujourd'hui, qui n'est donc plus un salaire minimum interprofessionnel garanti,
mais à un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Et on voit que l'objectif même a changé. Ce salaire minimum ne vise plus alors simplement à prévenir de la pauvreté des gens qui travaillent, mais à lutter contre les inégalités. L'objectif, c'est que ce SMIC va permettre de rapprocher le salaire minimum du salaire moyen, pour éviter donc d'avoir tout simplement plein de gens qui travaillent au niveau du seuil de pauvreté et d'autres qui arrivent à s'en sortir. Donc pour éviter un peu ce dualisme, on va dire, cette dichotomie, comme on dit, la division en deux catégories sur le marché de l'emploi, on instaure le SMIC. Et comment on fait alors pour répondre à cet objectif de lutter contre les inégalités? Tout simplement de la manière suivante. Non seulement on répercute la hausse des prix, comme c'était le cas, on suit le prix à la consommation courante, le prix des magasins, mais on répercute aussi sur le SMIC le pouvoir d'achat des ouvriers. C'est-à-dire que lorsque le pouvoir d'achat ouvrier augmente, eh bien, le SMIC doit suivre ce pouvoir d'achat. Alors, ce qui protège bien sûr les personnes au SMIC, puisqu'elles ne peuvent pas donc perdre beaucoup de pouvoir d'achat par rapport à la classe ouvrière du pays. Mais bien sûr, ça protège aussi les ouvriers qui, après un licenciement, ne peuvent plus se voir proposer un emploi au niveau du seuil de pauvreté. Ça permet aussi de maintenir un peu la continuité des carrières pour ces personnes-là. On a ensuite, peut-être dernier grand épisode glorieux de l'histoire du salaire minimum, c'est 1981, il y a exactement 40 ans de cela, la dernière grosse hausse du SMIC de 8%. Pour le dire concrètement, c'est à peu près comme si aujourd'hui on l'augmentait de 100 euros. Donc c'est la dernière hausse très importante du SMIC. Alors cette hausse, elle est d'autant plus facile qu'on le sait, le SMIC il peut être librement augmenté par décret présidentiel. C'est-à-dire que la hausse du SMIC, ça ne coûte qu'une seule chose, c'est un stylo 4 couleurs pour signer le décret présidentiel. C'est tout. Ça ne coûte rien d'autre, c'est sur décret. Et depuis 81, on assiste à l'inverse à une série d'attaques contre l'institution du salaire minimum. Alors, ces attaques, elles s'intensifient depuis la fin des années 2000, notamment sous Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est un des premiers à lancer l'attaque, le haro sur le salaire minimum. Que fait-il? Eh bien, des petites choses qui ont l'air assez banales, comme ça, lorsqu'il les met en œuvre, mais qui, dans la durée, auront un effet très important contre les personnes au SMIC et contre le SMIC lui-même. Notamment, lorsqu'il arrive au pouvoir, Nicolas Sarkozy, le SMIC est réévalué au 1er juillet à l'époque. Et ce que décide de faire Nicolas Sarkozy, c'est le réévaluer au 1er janvier. Pourquoi? Est-ce qu'il s'agit juste de le réévaluer lorsqu'il fait froid plutôt que lorsqu'il y a du soleil? Non, il y a bien sûr des enjeux derrière un peu plus politiques. C'est qu'au mois de janvier sont aussi négociées les conventions collectives, c'est-à-dire la manière dont on organise les emplois par branche. Par exemple, comment on va rémunérer les gens dans la banque, comment on va rémunérer les gens dans la chimie, comment on va rémunérer les gens dans le secteur sanitaire. Bref, on négocie tout ça au mois de janvier. Et pourquoi le SMIC est réévalué avant ces négociations? Eh c'est pour être sûr que les conventions collectives ne vont pas augmenter plus que le SMIC. Qu'elles n'auront pas ce qu'on peut appeler, quand on est libéral, une erreur de prévision, c'est-à-dire que les négociateurs se disent le SMIC va prendre 2%, on va augmenter la convention collective de 2%, et en fait, le SMIC augmente de moins. Et donc, du coup, les salariés, eux, ils y ont gagné. Donc, il s'agit de faire en sorte que les conventions collectives répercutent le SMIC, mais pas plus. Deuxième petite arnaque que nous impose Nicolas Sarkozy à l'époque, c'est la manière de réévaluer le SMIC chaque année. On l'a dit, jusqu'alors, le SMIC était évalué par rapport à l'inflation, d'une part, il suivait les prix, et aussi par le pouvoir d'achat ouvrier. Ce que Nicolas Sarkozy fait, c'est qu'il change cela. Maintenant, ce n'est plus le pouvoir d'achat ouvrier qui compte pour évaluer le SMIC, c'est le pouvoir d'achat ouvrier et employé. Pourquoi inclure les employés? Tout simplement parce que les employés ont des salaires qui augmentent moins vite que le salaire des ouvriers. Et depuis ces années-là, depuis 2010, il n'y a pas eu, à l'exception d'une minuscule hausse en 2012, de coup de pouce. Un coup de pouce, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque le gouvernement, comme il en a le droit, décide d'augmenter le SMIC plus que le minimum légal. Donc, désormais, chaque année, le SMIC suit uniquement les prix à la consommation, l'évolution du pouvoir d'achat des ouvriers et des employés, et c'est tout. Les gouvernements n'ont refusé, depuis maintenant presque une dizaine d'années, de réévaluer le SMIC plus que cela. En conséquence, il est de plus en plus dur pour une personne au SMIC d'atteindre le niveau de salaire moyen. En 2007, un SMICard, il devait travailler chaque mois 220 heures pour atteindre le salaire moyen. En 2016-2017, maintenant, il doit travailler 290 heures par mois pour atteindre le même salaire moyen. Donc, il devient de plus en plus dur, il y a un décrochage entre le SMIC et le salaire moyen. Ce décrochage, il est bien sûr poursuivi politiquement comme un objectif
par différents gouvernements, et notamment depuis 2017 par les gouvernements du président Macron. Peu de temps après son élection, le 23 août 2017, Emmanuel Macron nomme un groupe d'experts sur le SMIC. Alors, évidemment, il les choisit bien. Ils sont constitués que de gens qui sont hostiles au SMIC. Et par ailleurs, que de gens qui ont voté Emmanuel Macron. Son président, Gilles Berset, c'est un proche d'Emmanuel Macron. Ils sont tout à fait intimes. En 2014, Emmanuel Macron lui remettait le prix du livre de l'économie de l'année, lorsqu'il était ministre de l'économie, en le qualifiant, alors à l'époque, une phrase très savoureuse, en lui disant qu'ils étaient complices d'une aventure qui a mené certains d'entre nous jusqu'ici. En 2017, bien sûr, Gilles Berset a été en tête de la liste des économistes qui ont appelé à voter Macron au premier tour. Et donc, c'est à ces gens-là qu'il a confié la constitution d'un groupe d'experts qui, le 5 décembre, quelques mois plus tard, 2017, 5 décembre 2017, rend son rapport à la Commission nationale de la négociation collective. Qu'est-ce qu'il propose? Eh bien, il propose de remonter dans le temps de 40 ans. Tout simplement, ils disent, si on revalorisait le SMIC en suivant uniquement l'inflation et plus le pouvoir d'achat ouvrier et employé, en gros, revenir avant les années 70. Qu'est-ce que ça signifierait? Pour l'année en question, ça signifierait baisser de 70 euros par an le SMIC. Voilà, donc c'est-à-dire suivre uniquement le prix des produits courants, mais ne pas permettre de se raccrocher aux autres salariés du pays en termes de pouvoir d'achat. C'est-à-dire lorsque la classe ouvrière, la classe employée voit ses revenus augmenter, les smicards, eux, ne le verraient pas. Donc, augmenter les inégalités. Et ces 70 euros par an qu'ils entendaient prélever sur les smicards, ça représente 140 millions d'euros à l'échelle de tous les smicards du pays. 140 millions d'euros. C'est 100 fois moins que les cadeaux faits aux plus riches avec la suppression de l'impôt sur la fortune en même temps. Depuis, il y a eu certaines tentatives, ce qu'on appelle des ballons d'essai au niveau gouvernemental, c'est-à-dire ils lancent une idée et ils voient si les gens réagissent. Effectivement, jusqu'à présent, heureusement, il y a eu pas mal de réactions négatives. Mais on voit régulièrement le ministre de l'économie Bruno Le Maire ou Muriel Pénicaud lorsqu'elle était en charge du travail et de l'emploi qui ont lancé l'idée de pouvoir désindexer totalement le SMIC, c'est-à-dire en fait faire en sorte que le SMIC n'augmente plus suivant ni le pouvoir d'achat ouvrier employé, ni les prix, bref, faire en sorte que ce salaire qui est un salaire de croissance contre les inégalités redevienne un salaire minimum, finalement quasiment caritatif, qui préserverait les travailleurs du seuil de pauvreté exclusivement. Mais dans ce contexte, on a une tâche, nous, politique, historique, qui est quand même d'expliquer pourquoi ce SMIC est important. Et une des manières de faire ça, c'est peut-être, Julie, d'affronter un peu les mythes et légendes qui peuplent l'univers du SMIC et notamment qu'on écoute très souvent sur les plateaux télévisés, BFM TV, CNews. En général, dès qu'on invite quelqu'un à parler du SMIC, il nous raconte n'importe quoi. Ça, c'est souvent le cas, c'est clair et des mythes et légendes, il y en a beaucoup. Alors, le but, c'est aussi de les déconstruire, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc on a repéré, un petit peu, tous les éléments de langage sur, le SMIC. Alors il y en a un, le premier, c'est et ça vous obligé, vous l'avez entendu, même dans les repas familiaux et cetera, tout le monde a entendu. Il faut baisser les salaires pour relancer l'économie. Combien de fois on l'a entendu ça, Adrien? Très Alors, souvent. Bon, heureusement, dans mes dîners de famille, on ne dit pas ça, mais effectivement, je l'ai déjà entendu dans les médias. mais alors dans les médias, je crois qu'à chaque fois, c'est, vous savez, quand vous remplissez le bingo, le premier, c'est ça: «Il faut baisser les salaires pour relancer l'économie». Alors qu'on sait qu'en fait, c'est exactement tout l'inverse qu'il faudrait faire. C'est-à-dire que quand vous baissez les salaires, bah, vous savez très bien que vous baissez ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Donc quand vous avez un salaire au ras des pâquerettes, bah, non, vous n'allez pas consommer en fait. Vous n'allez pas aller au restaurant, vous n'allez pas, offrir, des vêtements, vous n'allez pas aller sortir, vous n'allez pas aller au théâtre et cetera, bref. C'est-à-dire que plus vous baissez les salaires, plus vous crispez en fait, les personnes et du coup, vous n'allez pas justement relancer l'économie parce que derrière, et ben, votre restaurateur, votre coiffeur, votre théâtre et cetera, et ben, il a moins de clients. Il fait moins de rentrées, il a pas de carnet de commandes de rempli et donc tout ça, en fait, ça va créer une boucle et un cercle vicieux qui fait que vous allez baisser les salaires, derrière vous allez baisser, finalement, tout ce qui fait consommation, vous allez baisser les commandes, donc vous allez baisser l'activité économique et tout ça, c'est un cercle vicieux qui ne fait que s'enchaîner. Donc la première chose à répondre, c'est que non, clairement, il ne faut pas baisser les salaires. Les salaires, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. On a besoin de salaires élevés pour que les gens consomment, aillent au restaurant, aillent chez le coiffeur, aillent au théâtre et cetera. Donc ça, c'est vraiment, la première chose qu'on entend.
mais ce n'est pas la seule. On en entend aussi une deuxième. Alors la deuxième, c'est: les salaires sont trop élevés en France. Ça, aussi, on en entend parler. Alors, les plus extrêmes diront: «Mais regardez, vous voyez bien que les Français sont beaucoup trop payés par rapport, au reste de l'Europe peut-être ou même au reste du monde». Alors que c'est, là encore, c'est encore un élément de langage, mais qui n'a aucun fondement, économique. Déjà parce que la première chose à dire, c'est qu'au contraire, on a assisté à une diminution de la part des salaires dans l'économie depuis 40 ans. Je vais vous faire une idée très simple, vraiment pour que vous compreniez. Sur 1 € de richesse produite, en 1978, 72 centimes revenaient dans les revenus des travailleurs. 72 centimes. Aujourd'hui, c'est plus que 63 centimes qui reviennent aux travailleurs. C'est-à-dire qu'il y a toute une masse d'argent qui est détournée, alors que cette masse d'argent, elle est produite par le travail. Eh bien, aujourd'hui, elle ne va plus revenir à ceux qui produisent ce travail, c'est-à-dire les travailleurs, mais revient à des revenus financiers. Donc, c'est-à-dire qu'on a une manne énorme qui est détournée. Et quand je parle de manne énorme, cette baisse, elle représente 200 milliards des revenus du travail. Enfin, vraiment 200 milliards. Ça veut dire que si on devait ramener ça individuellement par personne produisant du travail, c'est 6 000 € annuels qu'on nous enlève de nos poches et qui vont directement dans les revenus du travail. Imaginez 6 000 € par an, par personne. C'est énorme. Voilà. Donc, voilà ce que représente 200 milliards qu'on nous enlève pour aucune autre raison que d'aller fournir des revenus financiers et un système totalement opaque. Et bien sûr, ce sont les mêmes qui, derrière, vont aussi fermer les sites pour vous expliquer à vous que votre usine, que votre production, elle n'est pas assez rentable. Voilà. Ce sont les mêmes revenus, financiers qui, après, vont vous expliquer ça. Donc, une fois qu'ils vous ont, pris ce que vous avez fait, en plus derrière, ils vous virent, quoi. Donc ça, c'est quand même aussi, énorme comme élément de langage qu'on peut entendre. Troisième élément de langage, c'est pour être, compétitif, il faut les salaires les plus bas possibles, hein. Parce que bien évidemment, la compétitivité, quand eux, ils en parlent, ils savent très bien que le seul levier, c'est les salaires. Voilà, donc ils vont vous expliquer, on ne fait pas d'économies sur les stylos, hein, on fait des économies sur les gens et donc c'est, bah, voilà, faut être compétitif, ben, forcément, il faut baisser et ça, c'est encore une vision, heu, extrêmement erronée, en fait, parce que, non, pour être compétitif, il y a pas que les salaires qui comptent. Vous pouvez être compétitif sur plein de niveaux parce que vous avez, eu un produit, une innovation et on sait qu'on a besoin d'innovation, notamment face, je pense au changement climatique qui est en train de s'opérer. On a tellement besoin d'innovation justement pour repenser tous nos modèles, toute notre façon de produire, de consommer, toutes nos méthodes, enfin tout ça, il y a un chantier qui est énorme, mais pour eux l'innovation, c'est de baisser votre salaire. C'est ça l'innovation, enfin clairement, ils ne voient pas plus loin que ça, hein. Et en plus, c'est aussi erroné parce qu'on sait très bien que, la concurrence, elle n'a pas lieu dans tous les secteurs d'activité. Ça aussi, c'est une erreur de penser comme ça. Eux, ils pensent encore que le marché, c'est à l'échelle mondiale. C'est pas vrai. Il y a plein de services. Heu, Aujourd'hui, quand vous allez, chez le coiffeur, votre coiffeur, il est pas en concurrence avec les coiffeurs du monde entier. C'est pas vrai. Vous allez pas, prendre l'avion pour aller vous faire coiffer ailleurs parce que, c'était moins cher, à 100 kilomètres ou à 300 kilomètres. C'est pas vrai. Vous avez, aussi, énormément de secteurs, qui à l'inverse connaissent, eux, dans d'autres pays, une augmentation de leur revenu, minimum et ça, ils ne le disent pas non plus. Ils sont en train de vous à chaque fois de nous faire porter la culpabilité, mais ils oublient de dire qu'à l'échelle mondiale, les salaires doivent augmenter et ils augmentent et y compris dans des pays, auxquels on ne pense pas, comme la Chine, qui eux connaissent une explosion de leur salaire puisque, à Pékin, j'ai dû le relire 2 fois, le salaire minimum a pris 10 en 2 ans. Voilà et ça, ils ne le disent pas, bien évidemment. Donc tout ça, voilà, il y a des choses à déconstruire, mais surtout, il faut vraiment repenser ce que doit être le SMIC. Le SMIC, c'est un levier concret, efficace, heu et conséquent sur la politique salariale des entreprises. C'est-à-dire que c'est un moyen de dire, à un moment, vous ne pouvez pas considérer
qu'on peut, rémunérer un travailleur moins que ça. Et je pense que tu vas être d'accord avec moi, Adrien, c'est que c'est un filtre à projet pourri. C'est-à-dire que si vous montez, vous avez dans l'idée de monter une entreprise où votre projet ne peut fonctionner qu'en payant les gens une misère, c'est que c'est pas un bon projet, en fait. Il est à chier ce projet, il faut changer de projet. C'est pas comme ça qu'on changera les choses. On peut penser que les projets, que s'ils sont respectueux à la fois des travailleurs et aussi à la fois de la nature, ça c'est un autre sujet, c'est quand on parlera de la règle verte. Je pense que tu es d'accord avec ça, Adrien? Mais tout à fait. Et peut-être qu'un point qui fait écho à cela, c'est le fait que non seulement ça joue un rôle de filtre, effectivement, à projet pourri, comme tu l'as dit, mais aussi que c'est une obligation, cette histoire de SMIC à l'égard des employeurs. Et c'est une obligation à caractère légal. On n'est pas juste dans quelque chose qui serait moral, on est vraiment dans une question juridique, puisque si jamais un employeur paye des salaires inférieurs au SMIC, eh bien, ce n'est pas juste qu'on va le réprimander, lui dire d'arrêter, c'est qu'on va lui imposer une amende qui va jusqu'à 1 500 € par infraction et 3 000 € s'il a récidivé dans les 12 derniers mois. Donc, on est sur des obligations à caractère juridique qui sont susceptibles de poursuite. Et c'est pour cela qu'il est important que tout le monde connaisse ses droits vis-à-vis du SMIC. En effet, chaque 1er janvier, il est important que vous alliez consulter la manière dont est fixé le nouveau montant du SMIC pour vous assurer que votre bulletin de salaire a effectivement répercuté la décision politique. Alors, vous le savez, en ce moment, on est depuis le 1er janvier 2021 à un SMIC brut de 10,25 € de l'heure. Ça fait, alors ça peut varier selon les régimes de cotisation, mais on est à peu près à 8,11 € net de l'heure. Et en gros, le montant mensuel pour 35 heures, c'est 1 231 €. Voilà. Donc, si dans ce pays, vous êtes rémunéré moins de 1 231 € en salaire net, alors que vous travaillez 35 heures ou plus, eh bien, il y a un illégalisme, il y a une infraction qui peut être constatée. Et dans ce cas-là, il faut bien sûr se tourner vers les représentants du personnel, vers le monde syndical, qui est susceptible de venir directement à votre aide en intervention la plus rapide, la plupart du temps, et ou se tourner vers l'inspection du travail, qui, elle, est susceptible de venir rappeler à l'ordre et faire appliquer la loi telle qu'elle doit s'appliquer dans votre situation. Cependant, il est important de noter que le statut du SMIC n'est pas un statut unifié, malheureusement. Il y a beaucoup encore de dérogations qui permettent, en toute légalité, à un employeur de rémunérer une personne qui travaille 35 heures moins que le montant qu'on a évoqué. Alors, quels sont ces statuts? Enfin, quels sont ces dérogations exceptionnelles? D'abord, elles peuvent dépendre du type de contrat que vous avez. En effet, si vous êtes en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage, eh bien, vous avez une rémunération qui est inférieure au SMIC brut mensuel. C'est prévu comme ça, malheureusement, dans la loi. Alors même que vous pouvez travailler de façon tout à fait identique à un salarié qui serait en poste avec de l'expérience, eh bien, vous êtes tout de même rémunéré à un salaire inférieur. Et cette sous-rémunération, elle dépend de votre âge. Par exemple, dans le cadre du contrat d'apprentissage, vous n'êtes pas payé pareil quand vous avez moins de 18 ans, quand vous avez 18 à 20 ans, ou quand vous avez de 21 à 25 ans. Il y a toute une gamme, tout un dégradé de sous-rémunération au niveau du SMIC qui évolue selon votre âge et vos années d'ancienneté. Les deux s'articulent. Par exemple, pour prendre le cas des contrats de professionnalisation, si vous avez moins de 21 ans, vous êtes payé 855 € brut mensuel. Mais si vous avez un bac pro, ça peut monter au-dessus de 1 000 €. Si vous avez entre 21 et 25 ans, vous êtes autour de 1 100 € et ça monte à 1 250 si vous avez un bac pro. Bref, à chaque fois, il faut savoir tenir compte, faire des calculs très compliqués. C'est pour ça que c'est important de bien maîtriser ces grilles pour être sûr de ne pas se faire arnaquer. C'est que ça va dépendre de votre âge, de votre année d'ancienneté si vous êtes en apprentissage ou de votre diplôme si vous êtes en contrat de professionnalisation. Donc, c'est des choses qui sont très complexes et c'est important de pouvoir se faire accompagner ou d'aller voir sur Internet quel est le montant de la rémunération pour être sûr de ne pas se faire avoir. Par ailleurs, c'est aussi une question de territoire. Un exemple simple, celui de Mayotte. Territoire département d'outre-mer de Mayotte, a un SMIC qui est fixé cette année à 1 173 €. Voilà, donc vous avez un SMIC mahorais qui est inférieur au SMIC tel qu'il accourt dans le reste du territoire français. Donc voilà, maîtriser ses droits, c'est important,
mais c'est compliqué parce que en dessous de la loi nationale générale telle qu'elle vaut pour toutes et tous, il y a toute une série d'exceptions et de dérogations qui pèsent sur le salariat. Et en plus, il n'y a pas que le traitement. Il y a aussi des, éditions, au-delà du traitement. Tout à Alors fait. déjà, il y a les heures supplémentaires, il ne faut pas les oublier, hein, parce que les heures supplémentaires aussi, elles sont dues. Quand on regarde les feuilles de salaire, il y a plein de petites, autres lignes qu'il faut aussi savoir, décrypter et ça, c'est pas simple non plus. Il y a les remboursements des frais des déplacements professionnels, donc ça aussi, ça doit être, en plus, hein, c'est pas compris dans le traitement, c'est en plus, ça n'a rien à voir. Vous avez aussi les éventuelles participations aux résultats, et puis également toutes les primes. Alors là, les primes, il y en a tout un paquet. Heu, alors on va en citer quelques-unes quand même, hein, pour savoir de quoi on parle dans les primes parce que c'est vraiment, il y a tout un éventail de possibilités dans les primes. Il y a celles qui sont forfaitaires, hein, de prestations. On peut parler de primes, panier, de primes, salissure, de primes outillage, enfin voilà, il y en a tout un tas en fonction des métiers qu'on peut pratiquer. Il y a les primes d'ancienneté aussi, qui peuvent se rajouter, les primes d'assiduité qui existent, les primes, géographiques, en fonction du lieu où on habite, voilà, des conditions aussi, dans lesquelles, on exerce, notre travail. C'est pour ça qu'il y a aussi des primes de conditions de travail, des conditions anormales quand on travaille dans le froid, dans des situations dangereuses, dans l'insalubrité et cetera. Donc tout ça, il faut pouvoir aussi, le décrypter parce que vous avez, tout ça s'organise dans le cadre aussi de conventions collectives et des accords collectifs qui peuvent aussi, parfois, permettre un salaire minimal supérieur au SMIC. Donc tout ça, il faut pouvoir, le décrypter mais il ne faut pas se dire que, si jamais on a loupé le coche, voilà, ou qu'il y a des salaires qui, quand vous allez regarder vous-même, si vous regardez vos salaires, si vous considérez qu'il y a eu des manquements, il ne faut pas se dire que c'est foutu. Vous avez 3 ans pour faire valoir vos droits et ça, je crois qu'il faut le redire, Adrien, c'est extrêmement important. Oui. Vous avez 3 ans, donc c'est pas trop tard. Vous pouvez, voilà, vous retourner et faire valoir vos droits parce que c'est vos droits. Faut pas demander s'il vous plaît, en fait. Ce sont vos droits, c'est ce qui vous est dû. Donc après avoir regardé cette vidéo, si par exemple vous vous rendez compte que vous êtes payé au SMIC, mais que vous avez fait des heures sup, des déplacements professionnels, que vous êtes intéressé aux résultats, vous avez une prime de chantier, une prime d'ancienneté, une prime de danger, eh bien vous avez jusqu'à mai 2024 pour faire valoir vos droits et obtenir la réévaluation telle qu'elle n'a pas été accordée initialement. Exactement et faut pas oublier aussi, la prime d'activité, hein. Alors ça, c'est pas le SMIC, mais vous pouvez aussi avoir droit enfin, surtout avec le SMIC d'ailleurs, vous avez le droit à la prime d'activité qui est versée, elle, par la CAF. Donc ça aussi, il faut pas l'oublier parce que beaucoup de travailleurs ont tendance à oublier aussi, tous ces dispositifs annexes qui existent, qui ne sont pas du ressort de l'employeur, mais qui sont de ressort de la solidarité nationale. Et du coup, qu'est-ce Bon, qu'on fait? franchement, ça va pas ce SMIC, hein, sérieux. Enfin, honnêtement, parce que moi, je sais pas toi, hein, mais sur les médias, enfin sur les plateaux, moi j'en entends beaucoup parler, du SMIC, ils ont beaucoup d'avis et cetera. Mais sérieusement, il y en a pas un qui vit avec. Parce que toute personne qui vit avec, c'est tout simplement qu'on ne vit pas avec le SMIC. On survit avec le SMIC. Mais, faut arrêter. Enfin, c'est pas possible. On est là, on est étranglés. C'est, c'est automatiquement voilà, des galères pas possibles. Donc je crois qu'il faut franchement, bah, faut pouvoir proposer autre chose et Non seulement c'est des galères, mais c'est un problème pour le pays entier. mais C'est-à-dire que complètement. on a quand même un pays où plein de gens ne peuvent pas consommer, ne peuvent pas, par exemple, consommer, je sais pas, des produits de bonne qualité, des produits bio, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Et donc, tant qu'on n'aura pas augmenté le niveau du SMIC, on ne permettra pas de réorganiser les filières de production, d'entamer une transition agricole, de permettre, par exemple, des rénovations dans le bâti chez les personnes. Autant de choses qui parfois coûtent un peu, peuvent être rentables à long terme, mais sur le moment, elles coûtent et les gens au SMIC n'ont pas les moyens de permettre de d'accepter ces dépenses. Et puis, je crois que tu as pas loupé l'information, heu, les ultra riches là-haut, eux, ils ont pas oublié de s'augmenter, hein.
plus 439 tu te rappelles? De Exactement. richesse, hein? Si Voilà. le Alors SMIC avait suivi, on serait à peu près à 6 000 euros. ouais, voilà. Donc juste, j'ai envie de dire, en général, quand on s'octroie soi-même, des privilèges et des petites augmentations, en général, la moindre des choses, c'est pas oublier celui qui est le moins payé, dans l'entreprise. Or, c'est pas le cas, en fait. On est, dans un séparatisme complet des riches qui, eux, s'augmentent, font du profit, du bénéfice, tout ça sur la force de travail, hein, des travailleurs, hein, bien évidemment. Mais voilà, à chaque fois, à la traîne, c'est toujours, toujours, toujours les mêmes. Et ben, voilà, s'ils avaient fait exactement la même chose pour tous ceux qui, sont au SMIC aujourd'hui, eh bien, vous seriez aujourd'hui à 6 000 € par mois. C'est pas mal quand même, hein? Alors nous, ce qu'on propose à l'heure actuelle, c'est de porter tout de suite le SMIC net à 1 400 euros. Voilà, c'est de prendre cette mesure immédiate, Net, hein? net, bien sûr. C'est de porter immédiatement le SMIC net à 1 400 euros. Par ailleurs, on a toute une réflexion sur 3 plans qu'il faut entamer. D'abord, la publication de manière claire, simple et lisible des conventions collectives. Ça, c'est la moindre des choses. Ça, c'est la moindre des choses. C'est quelque chose, on ne peut pas demander aux gens d'exercer leurs droits, d'être attentifs à leurs droits, alors qu'ils ne savent pas comment accéder à la convention collective qui les couvre dans plein de métiers. Deuxièmement, il y a une question de négociation avec les partenaires sociaux pour réfléchir à l'application la plus vaste du SMIC à différentes catégories de travailleurs et de travailleuses qui aujourd'hui ne sont pas couverts. Enfin, il y a un troisième angle de réflexion qu'il faut qu'on ouvre, c'est celle de comment on réévalue le SMIC. Combien de fois par an on le réévalue? Et surtout, comment on permet de suivre au plus juste à la fois les prix et les salaires. Voilà, ça, ce sont les 4 chantiers qu'on entend ouvrir en 2022 avec le programme L'avenir en commun, avec notre candidat Jean-Luc Mélenchon, au lendemain d'une prise de pouvoir. Bah, moi ça me va, hein, je vote pour, hein. Nous sommes pour, pas de problème. Eh bien, dans ce cas-là, on remercie tout le monde d'avoir été attentif, d'avoir bien voulu passer votre temps, un peu de votre temps avec nous. On espère que cette vidéo a été utile, a été informative, et on vous souhaite à la fois une excellente soirée et bien sûr de vous retrouver rapidement dans d'autres vidéos et d'autres espaces de production multimédia de l'AFI. À Et bientôt, n'hésitez pas à partager surtout. À très bientôt. très bientôt.